Juste, déjà, vous remercier tous de participer à ce webinaire qu'on a voulu organiser au niveau breton. Donc, on a aussi des collègues d'autres villages BAECA qui nous ont ou vont nous rejoindre. On a aussi le plaisir et la chance d'avoir avec nous Julie Boucher, qui est consultante RH et management chez Serre France Finistère, qui est coach professionnel certifié sur la méthode OPR. Donc, OPR, je vais dévoiler, c'est optimisation du potentiel relationnel. Vous savez tous, la réussite d'une entreprise, elle passe par la qualité de ses produits, de ses services, l'excellence de sa gestion, mais pas que, parce qu'elle repose, et moi je dirais même, elle repose surtout sur le capital humain. J'ai regardé un peu des stats, là j'ai trouvé un truc, 98,85% des problèmes rencontrés dans la vie professionnelle sont dus ou seraient dus à des situations relationnelles mal maîtrisées ou mal vécues. Du coup, la méthode OPR, elle trouve tout son sens, et c'est sans doute pour ça qu'elle a été créée par Jean-Louis Fell en 89. Et lui disait qu'en fait, au-delà du bien-être financier, du bien-être matériel, ce que les hommes et les femmes recherchent, c'est le bien-être relationnel. Alors moi, je trouve que d'avoir le sentiment d'être reconnu, d'être vivant, d'exister après la période qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre, c'est très important. Et donc, je donne la parole à Julie pour nous délivrer les clés de cette méthode mystérieuse et très, très motivante. Super, merci Gina. Je coupe Merci mon pour micro, comme ça tu es sûre d'avoir la parole tranquille. Ok, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, Gina m'a présenté, donc je vais effectivement passer très, très vite là-dessus. Consultante en ressources humaines, management, coach professionnel certifié chez Serre France dans le Finistère. Donc, j'ai le plaisir d'accompagner au quotidien tous les dirigeants d'entreprise, leurs salariés, pour un mieux-être au travail, pour des méthodes de management optimales, et puis dans la partie coaching, pour le dépassement de soi, pour réussir effectivement à rebondir. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans ce contexte-là, à rebondir et atteindre, entre autres, ses objectifs. Aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement la méthode OPR, mais pourquoi la méthode OPR existe. Aujourd'hui, on parle beaucoup de motivation, d'implication, mais qu'est-ce que sont ces deux mots? Ce sont deux mots, ce sont deux sujets fondamentaux aujourd'hui, d'autant plus en ces temps de déconfinement, puisque le confinement a marqué une rupture. Maintenant, il va falloir reprendre le quotidien. Alors, qu'est-ce que la motivation? C'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. On a tous l'envie de trouver le moyen de motiver son conjoint ou sa femme, de motiver ses enfants, mais aussi de motiver ses collègues, ses associés, ses équipes. La motivation en elle-même peut expliquer pourquoi le matin, on n'a pas envie d'aller travailler, ou pourquoi dans une équipe, certains vont atteindre les objectifs avec enthousiasme, avec motivation, et pourquoi au sein de cette même équipe, d'autres personnes vont plutôt venir travailler à reculons. J'ai dit au sein d'une même équipe, donc ça veut dire que les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Une chose mettra tout le monde d'accord, sans motivation, pas d'épanouissement. Et donc, sans épanouissement, pas de performance non plus. Avant le confinement et encore plus après le confinement, donc dans cette période qui s'annonce là de déconfinement, le contexte professionnel amène les dirigeants à se poser beaucoup de questions sur la pénurie de la main-d'œuvre dans certains secteurs. Certains sont plus touchés que d'autres. Certains dirigeants se posent aussi la question de savoir comment faire pour garder et fidéliser ses salariés, limiter le turnover qui a forcément un coût aussi pour l'entreprise. Et puis, la motivation est un vaste sujet parce qu'on a tous, on a dit, envie de motiver les autres, mais en fait, la première personne qui doit être motivée, c'est soi-même. C'est le dirigeant d'entreprise, c'est le manager de l'équipe. Tout commence par la motivation de soi. Si moi, je ne suis pas motivée, comment je vais faire pour motiver mes équipes, pour motiver mes salariés, pour motiver mes éventuels associés? Et puis, comment rester persuasif et percutant
auprès des clients si même moi, je ne suis pas motivée? En fait, c'est vraiment ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire. Et je commence avec une phrase avec laquelle vous allez être peut-être ou pas d'accord, et on va en discuter pendant ce webinaire. Vouloir motiver les autres, c'est peine perdue. Certains vont se dire, mais non, pas du tout. Et d'autres vont dire, ah bah peut-être que ouais. Et en fait, on va voir ça tout au long du webinaire. Et je vais commencer à illustrer ce propos-là avec cette image. Vous voyez un salarié qui va travailler, qui paraît plutôt motivé, ou en tout cas qui essaie de se motiver, puisqu'il se répète, je suis impliqué, je suis motivé. De toute façon, mon manager m'a dit qu'il fallait que je sois impliqué, qu'il fallait que je sois motivé, donc je le suis. Et puis une jeune femme, alors c'est caricatural, hein, mais une jeune femme passe, et puis ce salarié-là trouve une autre source de motivation, bien plus forte que celle que lui a donnée son dirigeant d'entreprise. En fait, là, c'est déjà une idée que je veux vous donner, c'est qu'on a tous nos propres sources de motivation. Et puis, je veux amener une distinction entre motivation et stimulation. Il faut bien distinguer les deux. Pourquoi ? Parce que la stimulation, c'est l'ensemble des éléments externes à l'individu qui sont rassemblés pour stimuler la personne sur un temps donné. Ça veut dire par exemple qu'un manager va motiver ses troupes en disant bah, allez, on se motive, on se stimule, on avance, on réussit cette mission. Tout le monde va se stimuler le temps de la mission, et puis après, une fois que la mission sera terminée, les personnes vont revenir dans le même état qu'avant, c'est-à-dire motivées ou pas. Quant à la motivation, c'est un élément interne à la personne. C'est un ensemble de stimuli intérieurs à chaque… Enfin, en tout cas, c'est l'ensemble des stimuli qui va déclencher ou non la motivation chez la personne. Et à ce moment-là, dès lors que la motivation sera déclenchée, il y aura une mise en action, une mise en mouvement de l'individu pour réussir à satisfaire le besoin déclenché par la motivation. Pour aller plus loin encore, une autre image que je trouve très jolie parce que la métaphore est vraiment belle et d'autant plus parlante, c'est cette plante. Vous voyez donc sur l'image, on voit une plante toute fraîche, toute belle, dans la terre. Et puis, on a envie qu'elle pousse très vite. Vous avez beau tirer sur la tige, pour autant, la plante ne poussera pas plus vite. Et si toutefois vous y arrivez, ce que je doute, elle ne sera pas nécessairement belle et épanouie. Qu'est-ce qu'il faut pour que la plante pousse ? Eh bien, il faut réunir les conditions pour qu'elle pousse bien. Les conditions, c'est quoi ? C'est un sol fertile, c'est un sol entretenu, ce sont des bonnes conditions de météo. Et puis, on dit aussi, vous allez voir pourquoi je dis ça, qu'il faut parler aux plantes. Il faut bien communiquer avec les plantes. Il paraît que ça a un impact sur elles. Eh bien, la motivation, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez beau dire à quelqu'un de se motiver, si la personne n'a pas les conditions réunies autour d'elle pour qu'elle se motive elle-même, elle ne sera pas nécessairement motivée. Un exemple, vous avez faim, les plus gourmands d'entre vous vont aller directement dans le placard de barres chocolatées, quand d'autres, pour la même notion de faim, iront plutôt prendre la pomme de la corbeille à fruits. Et bien, en entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque salarié a besoin d'avoir les conditions qui le motivent. Et en fait, ce qui motive les salariés, c'est les conditions, c'est sûr, et aussi les relations qu'il entretient avec son entourage. Ça veut dire que la communication, c'est pour ça que je vous parlais de parler aux plantes tout à l'heure, la communication intervient aussi comme un élément de motivation. Si une mauvaise communication est source de démotivation, ça veut aussi dire qu'une bonne communication est un facteur déclencheur de motivation. Oui, mais on peut se poser la question, quelle communication ? Est-ce que tout le monde communique de la même façon ? Est-ce que tout le monde attend la même communication des autres ? Pour ça, je vais vous parler des préférences cérébrales. On va arriver petit à petit dans la méthode OPR.
Juste pour précision, on n'est pas des spécialistes de la biologie, je ne veux pas vous faire un cours de biologie, mais juste voir l'impact du cerveau sur notre comportement, sur notre personnalité et donc sur nos besoins à satisfaire. Comme je vous dis, le cerveau a un fabuleux pouvoir sur nous et aussi sur les autres. Succinctement et de façon très schématique, on a 3 couches dans le cerveau. La première couche, le cerveau reptilien, qui lui va répondre à nos besoins psychologiques, manger, boire, dormir. C'est aussi notre instinct de survie, nos réflexes. En cas de danger, on réagit en quart de seconde. C'est le cerveau reptilien en fait qui nous amène à produire des réflexes ou des habitudes. C'est aussi le cerveau des itinéraires. Au-dessus, on a le cerveau limbique, tout ce qui est émotion et représentation mentale. Si je vous demande d'imaginer une maison avec des volets bleus, que vous voyez la maison, alors vous travaillez avec le cerveau, la couche du cerveau limbique. Au-dessus, il y a la dernière couche, le cortex. Le cortex, c'est la parole, l'écriture, l'imagination, la créativité. Si maintenant je vous demande d'imaginer l'écriture maison bleue, effectivement, là vous allez voir, vous allez travailler avec votre cortex. Et puis on a aussi les 2 hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit, qui nous donnent déjà quelques tendances. C'est-à-dire que les personnes qui vont davantage utiliser leur cerveau gauche, ce seront des personnes qui auront tendance à être plutôt verbales, analytiques, temporelles, c'est-à-dire qu'elles auront des notions dans le temps, rationnelles, besoin d'analyser les choses, de comprendre les choses. Des personnes aussi plutôt logiques, linéaires. A contrario, ceux qui vont davantage utiliser le cerveau droit, ce sont des personnes plutôt non-verbales, donc plutôt dans la représentation mentale. Des personnes qui seront plutôt synthétiques, qui n'auront pas ou peu de notions de temps. Des personnes très intuitives, globales. Quand on a tout ça, donc quand on a ces 3 couches de cerveau, pour info, on va ne s'intéresser qu'au cerveau limbique et au cerveau. Donc on ne s'intéressera qu'au limbique et au cortex, dans la mesure où le reptilien, lui, il réagit en cas de danger et en instinct de survie. Donc on va s'intéresser au limbique, au cortex, au cerveau gauche et au cerveau droit. Finalement, quand on voit ce cadran-là, on retrouve, alors j'espère que vous voyez la souris quand je la bouge, ici, on va avoir la partie limbique. Donc j'ai parlé, les émotions. Ici, on va avoir la partie cortex. J'en ai parlé aussi, c'est tout ce qui est pensée, lecture, écriture. Ici, on va avoir l'hémisphère droit et enfin l'hémisphère gauche. En fait, on a découpé, entre guillemets, les 2 couches et les hémisphères pour avoir des préférences, parce que chacune de ces parties de notre cerveau a tendance à fonctionner d'une certaine façon. Pour info, on utilise bien entendu les 4 parties de notre cerveau, mais on va les utiliser avec des intensités et des préférences différentes. Par exemple, celui qui a une préférence dans la partie cortex de l'hémisphère droit, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de créativité, qui va avoir besoin de synthèse, de global, pas de détails, qui va être plutôt orienté vers le futur, avec l'innovation, la nouveauté. Quelqu'un qui va être dans le limbique droit, ici, c'est quelqu'un qui va être dans les émotions, qui va avoir besoin d'échanges, de contact humain, qui va vouloir exprimer ses émotions et écouter aussi celles des autres, quelqu'un qui a tendance à être plutôt sensible et à avoir besoin de collectif. La personne qui utilise avec préférence la partie limbique gauche de son système, c'est une personne qui a besoin de contrôle parce qu'elle-même, elle est plutôt contrôlée. Quelqu'un qui a besoin de respect, de méthode, de détails, quelqu'un qui a besoin de stabilité, des choses fluides. Et puis la personne qui utilise le cortex gauche, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, d'analyser les choses,
quelqu'un qui a besoin d'organisation et d'organiser les choses aussi. Il y a la notion de passer à l'action ici. Quand on parle de franchise pour la personne qui a du 4, donc qui utilise le cortex gauche, c'est quelqu'un qui va aller droit au but. Quand vous avez quelque chose à lui demander, pas la peine de tourner autour du pot, allez-y directement. Voilà déjà les 4 premières préférences. Et je le répète parce que c'est important, on utilise les 4 parties de notre cerveau, mais à des intensités différentes. Ça veut dire qu'on peut avoir 1 ou 2 ou 3 préférences. Jamais 4, mais on peut en avoir 3. Je continue avec les conséquences de ces utilisations différentes, de ces préférences, de l'intensité différente du cerveau. Donc, c'est ce qui, en fait, va nous donner un fonctionnement unique, propre à chacun, qui va nous donner une propre structure de pensée, une démarche spécifique aussi pour la façon d'appréhender les choses et donc de résoudre les problèmes, et bien entendu, un style personnel de communication. Chaque partie va avoir ses qualités, forcément. La personne qui utilise avec préférence le cortex droit, c'est quelqu'un qui aura tendance à être curieuse, sûre d'elle, compétitive, rapide, qui prendra des décisions rapidement. La personne qui aura du 2 dans ses préférences, ce sera quelqu'un qui aura tendance à être enthousiaste, persuasif, sociable, confiant, collectif. La personne qui aura du 3 dans ses préférences, c'est quelqu'un qui aura tendance à être patient, loyal, serein, respectueux. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, ça veut dire que le 3 aura besoin de respecter ce qu'on lui a dit et de respecter ses engagements. Quelqu'un aussi qui sera plutôt pondéré. Autant le 2 peut être très expressif, autant le 3 peut être plutôt introverti. Et puis le 4, les qualités, c'est quelqu'un qui pourrait être précis, rigoureux, consciencieux, adulte, direct. Ça, ce sont les qualités. Peut-être que déjà certains d'entre vous s'y reconnaissent dans l'une ou l'autre, ou peut-être 1 ou 2 ou 3 partie du cerveau. Et puis à l'excès des qualités, on peut aussi avoir les défauts. Donc les défauts des qualités. C'est-à-dire que sous stress, sous fatigue ou à l'excès, la personne qui a du 1 peut devenir égocentrique, dominatrice, turbulente, têtue. Je l'ai dit, ce sont des tendances. Donc la personne qui a du 2, qui était en qualité en tout cas sociable, là, à l'excès, elle peut être influençable, subjective, indécise, timide. Cyclotimique, je fais exprès de le mettre, un mot qu'on n'entend pas souvent, c'est quelqu'un qui va changer d'humeur facilement. Elle arrive le matin tout enjouée, ça va bien. Une mauvaise nouvelle peut lui ruiner sa journée jusqu'à ce que la pause arrive et que les collègues arrivent et qu'on rigole à la pause. Et là, ça peut, elle a retrouvé son moral. La personne qui a du 3 à l'excès, sous stress, sous fatigue, c'est quelqu'un qui peut devenir peu sûr d'elle, donc manquer de confiance. Quelqu'un qui peut devenir dépendante aux autres, avoir besoin de l'avis des autres. Modeste, distante, renfermée, pessimiste, donc tendance à voir le côté négatif des choses. À l'excès, la personne qui utilise avec préférence la partie 4, donc le cortex gauche, c'est quelqu'un qui peut être critique, méfiant, soupçonneux, froide, caustique. Tout est une question de dosage. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut, tout est une question de dosage. Et puis si on continue, on voit qu'en fonction des préférences cérébrales, nos motivations sont différentes. Parce que la personne qui utilise davantage son cortex droit, donc vous vous rappelez, tourner plutôt vers la nouveauté, vers l'innovation, lui, sa motivation, c'est la reconnaissance. Besoin d'être reconnu comme différent des autres, comme le leader. Donc, besoin de nouveauté, de globalité, de défi, peut-être pour être le leader, justement, peut-être pour être le premier, pour être reconnu. Besoin de compétition aussi, besoin de changement, pas de routine.
La personne qui a du 2, sa source première de motivation, ça va être aimé, être apprécié, mais aussi aimer et apprécier les autres. Pourquoi? Parce que ses besoins, c'est l'échange, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est le dialogue, c'est l'écoute, besoin de communication. La personne qui a du 3, sa motivation première, ça va être la sécurité. Vous vous rappelez, besoin de stabilité, donc besoin de choses sécurisantes pour elle et aussi pour son entourage. Donc ces besoins, ça va être la qualité, la stabilité, le détail, la méthode. Parce que si on agit avec méthode, c'est qu'on reste dans les rails. Besoin d'instruction, de formaliser les choses. Et puis la personne qui a du 4, elle aura davantage besoin de résultats. Si on fait quelque chose, c'est parce qu'il doit y avoir un résultat visible. Ces besoins, du coup, ce sont des objectifs. Marcher au concret, à la franchise, la rentabilité, de besoin de comprendre les choses, de les analyser, besoin d'efficacité. On voit là donc, en fonction des préférences que l'on peut avoir, que nos sources de motivation sont bien différentes. Pour autant, est-ce qu'un même projet peut convenir à tout le monde? Alors, je ne vous entends pas, mais j'espère que vous répondez oui. Oui, effectivement, un même projet peut convenir à tout le monde. Tout va dépendre de la façon dont vous allez aller chercher la motivation. Je prends un exemple, une collection de timbres. La personne qui a du 1 va faire une collection de timbres pour avoir la collection que personne n'a, ou pour avoir le timbre que personne n'a, pour avoir la collection la plus grande, la plus importante, la plus belle peut-être. La personne qui a du 2 va faire une collection de timbres parce qu'on rencontre des gens, on échange sur l'histoire du timbre, il y a une communauté, il y a peut-être un club. La personne qui a du 3 va faire une collection de timbres parce qu'il faut les ranger de façon minutieuse, par date, par destination. Est-ce que le timbre est oblitéré ou pas? Et puis le 4 va faire une collection de timbres parce que finalement, avec le temps, le timbre prend de la valeur. Vous voyez, un même projet, une même passion, mais chacun est allé chercher ses sources de motivation en fonction de sa personnalité. On va continuer pour aller toujours plus loin dans la personnalité. C'est pour ça que je vous dis, il faut cesser de penser que l'on peut motiver les autres, mais plutôt aller chercher et réunir les conditions, créer les conditions pour que les personnes se motivent d'elles-mêmes. Chacun d'entre nous exerce une influence sur l'autre. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que cette influence, elle est positive ou négative? Je vais vous présenter des tendances de comportement du 1, du 2, du 3 et du 4. Peut-être que vous allez vous y reconnaître. Les différents profils. Donc, la personne qui a du 1, c'est la personne qui est entreprenante, qui aime prendre des risques, qui est plutôt attirée vers la nouveauté. Un exemple, vous lui dites cap ou pas cap, il va vous dire cap tout de suite. Il ne sait pas encore de quoi, mais au moins, il sait qu'il aura un défi à relever. Et il ne s'enfermera pas dans les détails, ni dans les règles, ni dans la routine. Il s'adapte facilement à toutes les situations. À l'excès, attention, à force de trop promettre, il peut s'engager sans toujours tenir ses engagements. La personne qui a du 2, donc c'est quelqu'un plutôt de relationnel, elle sait créer et elle aime créer un bon climat convivial, toujours disponible pour les autres. D'ailleurs, elle fera parfois pour les autres ce qu'elle trouve difficile de faire pour elle-même. Elle aime séduire, convaincre, et l'idée c'est de développer justement ce climat convivial. À l'excès, elle peut se faire manœuvrer si elle est trop confiante. Et puis si la situation est trop concrète, trop technique par exemple, elle qui est plutôt intuitive, elle peut avoir du mal à s'affirmer. Elle est très sensible aussi au regard que lui portent les autres. Pour continuer, la personne qui a du 3 dans ses préférences, c'est une personne qui est très régulière. Et si elle s'engage à faire quelque chose, elle va vous rendre le projet, la mission avec régularité et dans le respect du plan, de l'organisation, des échéances. Elle va aussi parfois aller dans le détail. Pour elle, c'est très important. Elle peut voir à l'excès le côté plutôt vide du verre. Côté négatif,
des choses. Elle risque de ne pas s'engager par prudence. Oui, mais si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Donc, parfois, chez elle, la prise de décision peut être plus longue à prendre parce qu'elle a besoin d'informations. Et enfin, la personne qui a du 4 dans ses préférences, donc quelqu'un de plutôt technique, eh ben, c'est quelqu'un qui va être précis, rigoureux, factuel, quelqu'un qui fonctionne à l'objectif. J'ai ça comme objectif parce que je vais avoir ça comme résultat. Et puis, si je fais ça, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Si la conversation n'est pas assez technique, pas assez franche, la personne peut manquer d'écoute et peut être parfois même un peu distante et froide dans sa communication. Par son besoin de tout comprendre, elle a aussi besoin de tout réexpliquer. Donc parfois, quelqu'un qui n'aime pas les détails ou qui n'aime pas la technique, eh ben, peut décrocher si cette personne-là détaille justement les techniques et son besoin d'expliquer à tout prix. Et puis parfois, le 4, il manque, comme on a dit tout à l'heure, il est méfiant, distant, caustique. Et bien parfois, il peut être un peu hostile envers ceux qui manquent de compétences. Est-ce que vous êtes reconnu un peu? Alors peut-être un peu dans les 4, c'est normal, je répète. On utilise les 4 parties de notre cerveau, mais avec des intensités différentes. Peut-être que vous êtes vous-même reconnu plutôt dans le 1, ou 2, ou 3, ou 4. En fait, tout ça, ce sont les prémices de la communication et ensuite arrive la méthode OPR. Comment moi je fonctionne? La méthode OPR, c'est un questionnaire de 48 questions et quand vous aurez répondu aux 48 questions, en fait, vos résultats, vos préférences cérébrales vont être représentés ici dans ce tableau. On retrouve les 4 colonnes 1, 2, 3, 4. Donc, le 2 et le 3, c'est le limbique. Le 1 et le 4, on retrouve le cortex. Partie 3, 4, c'est l'hémisphère gauche du cerveau qui est à droite du tableau, mais c'est l'hémisphère gauche du cerveau. Et le 1 et le 2, c'est l'hémisphère droit du cerveau. Donc, on retrouve les 4 parties de notre cerveau. Et puis, dans ce tableau-là, vous avez aussi une ligne médiane. La ligne médiane détermine à partir de quand l'une ou l'autre, ou plusieurs des parties des zones cérébrales, deviennent vos préférences cérébrales. C'est-à-dire que plus le point dans la colonne 1 ou 2 ou 3 ou 4 va être haut, plus vous allez aimer, plus vous allez avoir une bonne utilisation de votre énergie. Pour illustrer un petit peu tout ça, je vous prends un exemple. Ici, on a un profil 2-4. Pourquoi 2-4? Parce que le point le plus haut dans le tableau, c'est celui de la deuxième colonne, ici. Puis ensuite, le point 4, parce que le deuxième point au-dessus de la ligne médiane, c'est celui de la colonne 4. On voit que cette personne n'a pas de 1 et n'a pas de 3. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas créative, ça ne veut pas dire qu'elle ne respecte pas les méthodes, ça veut juste dire que ce ne sont pas ses préférences. Ses préférences à cette personne, c'est le collectif, c'est l'échange, c'est la communication, c'est avoir un objectif et se mettre en mouvement pour y arriver. La motivation en équipe, parce que là, on a vu les profils individuels, mais qu'est-ce qu'on fait quand on travaille en équipe? Eh bien, on peut superposer les profils et avoir, par exemple, ce genre de situation, ce genre de profil d'équipe. Alors peut-être que certains se sont dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Eh bien, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que vous avez une répartition hétérogène des profils. C'est-à-dire que si on prend Jean, qui a du 1, eh bien, c'est peut-être lui qui va mener l'équipe, qui va avoir le côté leader, qui va proposer des choses. Et puis Bernard, qui a du 2, on voit le 2 ici, qui a un 2 assez fort, eh bien, il va peut-être réussir à fédérer son équipe pour mettre en œuvre le projet de Jean. Et puis André, qui a du 3 assez haut, eh bien, lui va mettre en place les procédures pour y arriver. Et puis David, qui a un 4 assez fort, lui, il va peut-être analyser. OK, mais si on fait ça, qu'est-ce que ça va rapporter? Et puis comment on va passer à l'action? Donc, en fait, c'est une superbe équipe. Des profils tous différents, mais justement, ce sont ces différences-là qui vont faire la richesse de l'équipe. Et là, il faudra motiver chacun, réunir les conditions pour que chacun trouve
ses propres sources de motivation. En conclusion, je veux juste rebondir sur ce que je viens de dire. Parler à chacun pour que… adapter sa communication à chacun pour que chacun trouve ses propres sources de communication. Juste une parenthèse pour terminer. Manager comme hier est une grosse faute professionnelle aujourd'hui. Aujourd'hui, manager, c'est vraiment s'adapter à son équipe. Gina l'a dit en introduction, l'excellence aujourd'hui, pour qu'une entreprise fonctionne, la qualité de ses produits, évidemment, c'est important. La qualité de ses services, évidemment, c'est important. La gestion financière et autres de l'entreprise, c'est important. Mais si vous avez ces 3 facteurs-là réunis, sans osmose, sans cohésion d'équipe, sans motivation de votre équipe, vous aurez beau avoir les meilleurs produits qu'il faut, la meilleure gestion qu'il faut, votre entreprise ne fonctionnera que grâce et surtout grâce à votre équipe, sans motivation, le sens que vous donnez au travail. C'est donc l'efficacité collective qui fera de votre entreprise une entreprise performante. Merci. Merci à toi, Julie, pour ton enthousiasme et puis cette présentation très, très claire et très motivante de la méthode. On a tous envie de faire le questionnaire des 48 questions pour savoir déjà si on s'est bien projeté en fait dans les différents profils. Et voilà. Alors, ce que je n'avais pas précisé tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité de nous poser vos questions via l'onglet Converser. Là, on est encore 18. Donc, vous pouvez aussi désactiver vos micros pour poser une question. Voilà, il ne devrait pas y avoir trop de cacophonie. Donc, posez une question à Julie. Alors, moi, Julie, j'avais une question tout à l'heure. Je ne sais pas si tu peux revenir sur ton support, mais il y avait Eric dans la bande des 6. Oui. Et Eric, en fait, tu ne nous en as pas parlé. Mais il fait quoi dans cette équipe, Eric? Alors, je partage et je reviens sur… Je t'embête. Non, mais c'est une bonne question. Oh, toujours. Je connais. Alors, évidemment, hop. Je reviens. Ici, Eric est en noir. Effectivement, alors Eric, il a un profil 4-2. Donc, Eric, alors vous avez vu ici sur les profils, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser tout à l'heure, qu'on pouvait avoir plusieurs préférences. Ça se confirme ici. Certains n'ont qu'une préférence, d'autres en ont 2 et d'autres vont en avoir 3. Comme j'ai dit, jamais 4. Eric a un profil 4-2, puisque c'est le point 4 qui est le plus haut. Eric aura aussi tendance à être plutôt orienté action, résultat, rentabilité, concret. Et puis, comme Bernard et André aussi d'ailleurs, qui ont du 2, collectif, besoin d'échange, besoin de partager. Okay. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde dans Converser, il n'y en a pas. Olivier, toi qui es manager de grandes équipes, est-ce que tu as une question? J'allais rédiger la question, tu vois, j'étais en train de rédiger, tu me connais bien. Ouais. Ouais, moi je vous remercie pour la présentation, je partage tout à fait ce qui a été dit et surtout le fait de bien identifier le profil de ses collaborateurs. Derrière, en fait, pour ne pas en fait faire partout pareil, c'est-à-dire que voilà, si on a un profil comme André ou Bernard, de conserver ce profil-là et puis d'essayer de tirer le meilleur parti de ce profil-là, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir s'adresser lui-même à ses équipes. Exactement. Donc, voilà, je partage cette partie-là. Mais après, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler des points sur lesquels on n'est pas suffisamment en avance, quoi. Je pense, par exemple, sur la première partie, on va difficilement trouver des personnes avec des profils 1 et 4, par exemple. Donc, sur la partie innovation, etc., il y a peut-être besoin de travailler en fonction de la typologie d'entreprise dans laquelle on travaille. On a aussi eu tendance à recruter des gens qui ont à peu près le même profil. Exactement. Au niveau de la banque, je pense que sur la partie 1, il y a un peu de boulot à faire. En fait, effectivement, on a tendance à mieux
s'entendre et mieux communiquer avec des personnes qui ont le même profil que nous, ça va de soi. Je prends un exemple opposé, effectivement, quelqu'un qui a du 1, qui a besoin de détails, d'avancées, qui voit dans le futur, qui va discuter avec quelqu'un, le 1, pardon, qui n'a pas besoin de détails, au contraire, de globalité, de synthèse, qui va discuter avec quelqu'un qui a du 3, qui va être plutôt minutieux dans le détail. C'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être, enfin, la communication peut être plus difficile. Mais en fait, non, parce que chacun va être complémentaire de l'un et de l'autre. Et je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit, Olivier, c'est-à-dire que l'OPR, enfin les profils ici, la méthode OPR est aussi un outil qui est utilisé dans le cadre des recrutements. C'est-à-dire que je sais que j'ai un profil, je dis n'importe quoi, je sais que j'ai un profil 2-1, je suis très collective, j'ai plein de projets. Par contre, tout ce qui est administratif, tout ce qui est mise en place des procédures, j'aime pas. Peut-être que ce serait bien que je recrute quelqu'un qui aime ça, qui utilise ces préférences-là. Ouais. Alors, Julie, je commence à avoir des questions. Merci, Olivier, pour tes questions. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, les questions qui arrivent. Alors, j'ai beaucoup de questions sur le questionnaire. Hein. Tout le monde est impatient de réaliser ce questionnaire. Est-ce qu'il est disponible? Comment fait-on pour avoir accès à ce questionnaire? Donc là, tu vas pouvoir nous répondre. Ouais. Alors en fait, le questionnaire, Gina, tu en as parlé un petit peu. C'est le questionnaire que vous pouvez trouver sur le site Vacom. VAKOM, sauf que ce questionnaire-là n'est que partiel. Le questionnaire disponible sur le site n'est que partiel et vous n'aurez pas vos propres résultats. Serre France propose ce questionnaire, donc le questionnaire complet, avec une restitution individuelle et ou collective selon les besoins de l'entreprise, ce qui fait que vous allez pouvoir connaître votre profil individuel, connaître le profil de l'équipe. Et au cours de cette restitution individuelle, on travaille sur votre profil, sur vos qualités, sur les défauts de vos qualités forcément, sur des axes de travail que vous souhaitez mettre en place, sur vos sources de motivation. Et puis pour aller plus loin, qu'est-ce que vous faites pour justement réaliser, enfin vous mettre en marche et assouvir vos besoins dus à vos conditions de motivation. Ça peut s'envisager dans un bilan de compétences, par exemple? Oui, bien quand sûr, on bilan de cherche peut-être à se compétences. réorienter. Alors, nous, chez Serre France, on utilise l'OPR notamment dans le cadre de formation. Formation intitulée Mieux se connaître pour mieux encadrer, donc plutôt destinée aux dirigeants d'entreprise. Mieux se connaître pour mieux communiquer, peut-être plus pour les salariés dans ce cas-là. Le questionnaire OPR sera le même, sauf que il y aura une partie management qui ne sera peut-être pas, qui ne sera d'ailleurs pas abordée avec les salariés. D'accord. Autre question d'Hélène, la définition du profil, est-ce qu'il faut le refaire régulièrement? Est-ce que c'est tous les ans, tous les 5 ans? Est-ce que soi-même, en fait, notre profil va évoluer dans le temps? Est-ce qu'on peut se coucher 1-4 et puis se réveiller 2-3? Alors, vous pouvez vous coucher à un moment donné 1-4 et vous réveiller, mais alors beaucoup de nuits seront passées sur un autre profil. En fait, le profil change, effectivement. Il y a plusieurs profils. Là, je vous ai parlé du profil naturel. Le profil naturel évolue dans le temps, mais de façon très longue. Il faut vraiment qu'il y ait un grand bouleversement, soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, pour que votre profil évolue. Sur le profil naturel, j'en ai pas parlé là parce qu'on a un temps imparti, on superpose ce qu'on appelle un profil imposé. Le profil imposé, c'est vous dans votre environnement actuel. Et on voit qu'il y a déjà des différences et ce profil-là peut évolue d'ailleurs bien plus vite que le profil naturel. Autre question de Thomas, est-ce que certains profils sont incompatibles au sein d'une équipe? J'ai souvent cette question. Heureusement, non.
tous les profils. Alors, a priori, c'est vrai que quand on ne connaît pas la méthode, quand on n'a pas les prémices de la communication, on se dit, mais mince, j'ai du 1, comment je vais faire pour communiquer avec du 3 ? Ou j'ai du 2, comment je vais faire pour communiquer avec du 4 ? En fait, l'idée, c'est de connaître le profil de l'autre et de se dire, OK, il a du 4. Donc, si je veux bien communiquer avec lui, c'est pas la peine que je parle des émotions, c'est pas la peine que je parle du groupe. Lui, ce qu'il veut, c'est l'action. Et à contrario, la personne qui a du 4 et qui sait que son interlocuteur a du 2, va essayer un petit peu de parler plutôt collectif. Au contraire, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des richesses et des complémentarités. Ok. Emmanuel, qui a parlé tout à l'heure de l'UMM, nous demande si le support de présentation sera transmis aux participants. Est-ce que tu acceptes de partager ton support PowerPoint? Parce qu'il y aura un replay en fait de la vidéo, donc vous verrez le support par Oui, retour. je transmettrai, D'accord, je transmettrai à ce la moment-là, on mettra à trame. votre disposition. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres prises de parole? N'hésitez pas. Hein. Alors, juste pour info, pour ceux qui n'étaient pas là au début, il y a Audrey Madeleine qui était avec nous et qui anime aussi, enfin, en tout cas qui est certifiée OPR pour le CERF France Côte d'Armor, pour ceux qui sont arrivés après. Et juste, du coup, si je peux compléter, ça va être plutôt partie témoignage, parce que nous, on l'a fait, on s'est dit que le meilleur cobaye, ça allait être nous-mêmes. Donc, on l'a fait à nous et l'équipe. On a une équipe juridique RH, en fait. On est une 12aine. Et en fait, on s'est aperçu que nos profils étaient diamétralement opposés. Donc, on a vraiment du 1, du 2, du 3, du 4. Et si on peut répondre à la question de tout à l'heure, en effet, c'est que ça nous pousse, de connaître notre OPR, nous pousse, nous, à la tolérance et à s'adapter, en fait, en continu à la communication de chacun. Pour ma part, je suis un très grand 1 et j'ai un collègue qui est un très grand 3 et on se dit que parfois c'est très compliqué, mais en fait on s'adapte. Lui a besoin de détails tout le temps, donc j'essaie de lui en donner un maximum et lui sait qu'à partir du moment où il m'en donnera trop, je ne l'écouterai plus trop. Donc en fait on s'adapte continuellement, donc il n'y a vraiment pas d'incompatibilité de profil, c'est vraiment une adaptation continue quand on connaît l'OPR par contre, quand on connaît le profil de l'autre. Et puis on voit vraiment alors moi j'en suis convaincue, hein, donc je vais utiliser le mot merveille, mais on voit vraiment les merveilles que ça fait sur une équipe, sur la cohésion, sur l'esprit d'équipe, sur l'entraide, c'est vraiment un superbe outil pour renforcer la cohésion d'équipe. C'est aussi un outil de connaissance de soi, donc c'est un superbe outil pour être percutant auprès de ses clients, pour être motivé soi-même. Est-ce que je fais ce projet parce qu'il le faut, parce qu'il est rentable, ou est-ce que je fais le projet parce que je vais partager des choses avec d'autres personnes? C'est vraiment aller trouver ces sources de motivation. Une autre question de Thomas. Est-ce que certains profils sont plus recherchés en fonction des domaines d'activité? Par exemple, l'informatique, la comptabilité Non. On ne peut pas dire… Enfin, il n'y a pas de profil plus recherché puisque c'est Olivier tout à l'heure qui disait c'est vrai qu'on a tendance à s'entourer des personnes qui nous ressemblent et en fait c'est bien d'avoir un peu de chaque dans son équipe puisque ça permet de rendre l'équipe d'autant plus riche. Donc il n'y a pas de profils qui sont plus recherchés que d'autres. Et malheureusement ça a été une erreur à une époque de recruter toujours les mêmes profils. Exactement. C'est fait, hein. Pas si longtemps que ça, l'OPR, quand il était pratiqué, on pouvait vous refuser sur un poste de juridique ou de comptabilité, par exemple, parce que vous n'aviez pas le 3 ou le 4 qu'il faudrait avoir. Mais malheureusement, il ne faut pas se dire que c'est limité à ça. Est-ce que ce n'est pas encore le cas dans l'accession à certains postes de management où on va demander un profil vraiment fort par exemple, sur le point numéro 1 ou... Alors, je trouve que c'est une très bonne question aussi, Gina, parce que souvent, quand j'anime des formations sur l'OPR, on me dit ah bah oui, de toute façon, le dirigeant d'entreprise, c'est sûr, il a un profil 4-1 ou un 4. Donc, je pose la question, qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah ben, le dirigeant d'entreprise, il faut qu'il gère bien son entreprise, et forcément, il est axé sur les résultats, sur la gestion, forcément, il faut qu'il ait des projets. Ah, je dis, mais oui, il a tout ça, mais s'il n'a pas de 2, comment il fait pour fédérer ses troupes? S'il n'a pas de 3,
comment il fait pour… Donc, en fait, il n'y a pas de profil type selon le poste qu'on occupe. Un manager, ouais, c'est bien qu'il ait du 2 pour fédérer ses équipes, mais il peut être un excellent manager sans avoir de 2 pour autant, quoi. Alors, je pense que j'ai traité toutes les questions qui ont été posées. Denis, si tu es encore là, est-ce que par rapport à l'accompagnement que tu fais des équipes sur la thématique de management, innovation, est-ce que tu aurais une question pour Julie? Gina, je vais être transparent, j'ai été appelé sur mon téléphone, j'étais en train de répondre par Ah ben ailleurs. bravo. Si tu veux bien me reposer la question, s'il te plaît. J'ai entendu mon prénom et j'ai dit tiens, je crois Ah qu'on ouais, me t'as eu pose. peur, hein, t'as eu peur. J'ai le nom de ceux qui sont pas sérieux. J'ai Alors, posé une question par le chat. Hein. oui, j'ai vu. Elle a été répondue. Non, la question, c'était par rapport aux ateliers que toi, tu peux animer parce qu'on est en recherche de nouveaux modes de management, de comment mieux manager les générations X, Y, Z et les suivantes. Est-ce que tu penses que cette méthode pourrait t'aider à animer les ateliers? Ou est-ce que tu as Oui. une question? Enfin, mais je suis un bon client, moi. En fait. Donc, Ouais. je ne sais pas si ma réponse est bon pour les autres. Moi, je suis plutôt bon client de ces méthodes-là parce que justement, elles permettent un petit peu d'être pragmatique, factuel. Enfin, un peu, c'est mon côté analytique. Voilà, mais donc oui, parce que elles aident. Après, je pense que les managers, ils sont pas mal intuitifs aussi. Ça leur permet peut-être de, de finaliser finalement une idée qu'ils ont et des fois peut-être de dire ah ouais finalement il est plutôt comme ça ou pas. Donc c'est un super outil à utiliser. Hein. Si c'est ça la question, bien sûr que c'est un super outil à utiliser et il faut certainement pas s'en priver. Après, forcément, le biais, c'est quand on l'utilise, il faut bien l'utiliser. C'est ça. Oui, il ne faut pas que ce soit Parce un outil que de faut pas non manipulation. plus, voilà, c'est un peu, il y a la partie analytique que moi j'aime bien, puis il y a la partie intuitive aussi où faut, voilà, et pour moi un outil quand on parle, c'est pour ça que je voulais voir le questionnaire en fait, parce que les questions des fois, enfin si vous voulez, moi des fois je réponds à des questionnaires et c'est pas naturel quoi quand je réponds. Donc Alors, forcément, le résultat, il n'est pas forcément naturel. Même si je sais que les questions se croisent, machin, recoupent, etc. J'imagine, c'est super bien fait. Mais voilà, c'est juste voilà, une remarque. Voilà. juste un petit mot sur le questionnaire. Le questionnaire, en fait, donc c'est 48 questions. Et à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez 4 adjectifs. On peut en avoir 4, sociable, rigoureux, organisé, méthodique. Peut-être que là, vous serez le plus sociable et le moins méthodique. Et la question suivante, ça va être sociable, drôle, leader et puis concret. Et ben là, vous serez peut-être le moins sociable, mais le plus concret. L'idée, c'est pas de remettre sociable puisque vous l'avez coché une fois. C'est parmi les adjectifs, qu'est-ce que vous êtes le plus et qu'est-ce que vous êtes le moins. Je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure et c'est surtout ça qu'il faut retenir. On est un peu des 4 et Exactement. on a peut-être une préférence. Et moi, souvent, dans les ateliers que j'ai avec certains collègues, la remarque souvent, c'est ouais, mais moi, de toute façon, moi, je suis pas du tout créatif. J'innove jamais, je suis pas du tout créatif. Alors évidemment, comme moi j'ai l'étiquette innovation, transformation, c'est le premier sujet. Ah ouais, moi je suis pas du tout créatif. Et je réponds souvent, bah, si, tu as forcément une part de toi qui l'est un petit peu. Alors c'est peut-être pas la plus la plus évidente. Et donc le questionnaire, pour le coup, ça peut permettre de convaincre les gens et de démontrer finalement que on a une part de chacun des 4 axes et qu'on a des préférences, mais ce n'est pas pour autant que les autres, elles n'existent pas. Et peut-être qu'on peut un peu les exploiter un peu plus pour être encore plus compétent. Voilà.
Moi, j'avais une autre question, Julie. Puis après, s'il n'y en a pas d'autres, on pourra peut-être te remercier et puis vous libérer, parce que chacun a ses occupations aussi. Est-ce que c'est une méthode qu'on peut utiliser dans la gestion de conflits en entreprise, par exemple, ou est-ce que c'est déjà trop tard? Ou est-ce que ça peut faire partie du diagnostic quand il y a un conflit? Alors, on l'avait évoqué entre associés, par exemple. C'était un des sujets quand tu étais intervenu sur les startups. C'était une des questions. Ouais. En fait, il n'est pas trop tard, mais il est préférable de le faire avant, justement pour ne pas que ces conflits-là arrivent. D'accord. Mais c'est quelque chose, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'accompagnais les dirigeants d'entreprise, notamment dans la réalisation des règlements intérieurs entre associés. Dans ce cas-là, on fait faire l'OPR avant pour que chacun voit son profil et surtout voit le profil de l'autre. Et qu'avant que les tensions ne montent ou avant que les conflits apparaissent, on se rappelle, ah mais oui, c'est vrai, ok, tu as du 1, donc c'est peut-être quelqu'un c'est vrai que tu vas peut-être plus vite que moi j'ai besoin de temps. Donc voilà, après l'idée c'est de trouver, justement comme l'a dit Audrey tout à l'heure, c'est un travail continu sur la communication pour éviter ce genre de tension. On peut le faire lors de la gestion de conflit, mais l'idéal, c'est de le faire quand tout va bien. C'est pas faux. Ok. Bon. Petite dernière chance pour une dernière question. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos attentes? Une question. Ah, Audrey? Non, je crois qu'il y a une question qui a été posée du coup. Ah oui, exact. Autant pour moi. Alors, dans la moyenne, ça prend combien de temps de faire le profil et de l'expliquer à l'équipe managériale? Question d'Emmanuel. Tout dépend de vos attentes. Parce que si vous voulez juste le profil, dans ce cas-là, vous allez répondre au questionnaire. Allez, ça va vous prendre entre 10 et 20 minutes. Après, il y a une restitution individuelle qui peut durer de 1h30 à 2h, 3h maximum. Mais là, c'est individuel. Après, si c'est expliquer la méthode à des managers, je recommande une journée d'animation de formation, au moins une journée. Normalement, elle se fait sur 2 journées, mais au moins une journée pour avoir les prémices les fondamentaux en fait de la communication et arriver sur la méthode OPR. Ok. Bon, Emmanuel est ravi. Il monte son pouce. Merci. Ok. Eh bien, dans ces cas-là, on va libérer tout le monde. Donc, tu as plein de remerciements. Merci, bonne journée de Denis. Merci pour cette belle présentation. À bientôt à Julie de Lisbonne. Alors, je ne sais pas, Julie de Lisbonne. Ah, ça doit être Jérôme, je crois. Ah, d'accord. Jérôme okay. Rouget. Jérôme Rouget, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, donc tout le monde te remercie, Julie, et remercie également Audrey pour cette présentation. Et puis, ça a reboosté Olivier, là, qui dit super motivé. Là, il est reparti, il est reparti en réunion. Voilà, sujet vraiment intéressant et méthode à diffuser, faire connaître et puis à pratiquer avec Serre France, puisque Julie et Audrey sur les Côtes d'Armor sont à votre disposition pour aller plus loin avec vous sur le déroulé de cette méthode pour vos entreprises. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Merci à toi, Gina, pour cette proposition. Un plaisir, comme d'habitude. Tout à fait. À très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Bonne journée.